73 000 milliards de kilogrammes. C'est la masse titanesque qui plane au-dessus de nos têtes, suspendue dans le vide éternel de la nuit. Pourtant, malgré cette immensité, cet astre nous montre exactement le même visage depuis des millions d'années, sans jamais dévier d'un seul degré de sa position. Est-il possible qu'un simple hasard cosmique ait pu synchroniser deux mouvements aussi complexes avec une précision mathématique aussi effrayante? Et si ce que vous voyez chaque nuit n'était pas une simple coïncidence, mais le résultat d'un processus de freinage si violent qu'il a littéralement épuisé l'énergie d'un monde entier? Parmi la multitude de théories qui entourent notre monde, il en existe une particulièrement intrigante. Certains chercheurs de phénomènes anormaux affirment que la Lune est un objet artificiel. Ils imaginent une base extraterrestre creuse, une sphère parfaitement calibrée, délibérément tournée vers la Terre d'un seul côté pour dissimuler à jamais ses secrets derrière sa face cachée. À première vue, l'idée séduit les amateurs de mystère. Après tout, comment un amas aléatoire de roches spatiales pourrait-il se synchroniser si parfaitement avec notre planète au point de ne pas dévier d'1 millimètre pendant des millénaires? La nature peut, elle, réellement créer un mécanisme de surveillance aussi impeccable? Cela semble terriblement logique, mais la réalité est beaucoup plus complexe et bien plus fascinante que n'importe quelle théorie du complot. Pour comprendre pourquoi la Lune semble figée, comme enchaînée à nous, nous devons mettre de côté non seulement le mysticisme, mais aussi nos connaissances scolaires simplistes sur la gravité. Nous devons plonger dans un univers de friction visqueuse, d'anciens océans de magma et de temps courbés pour découvrir la véritable cause de cette anomalie céleste. Notre enquête commence par la destruction d'une illusion profonde et enracinée, l'illusion de l'immobilité absolue. Lorsque nous regardons le ciel nocturne, notre cerveau, façonné par l'évolution pour survivre dans les savanes, interprète les données visuelles selon des algorithmes très simples. Nous voyons un objet qui ne change pas d'apparence, qui ne nous montre ni son côté droit, ni son côté gauche. Par conséquent, notre esprit conclut que l'objet est statique, qu'il ne tourne pas. C'est exactement ce que pensaient les penseurs de l'Antiquité, croyant que l'astre nocturne était simplement fixé à une sphère de cristal invisible tournant autour de la Terre. Pourtant, la réalité est tout autre. La Lune tourne sur son propre axe et elle le fait continuellement avec une précision mathématique incroyable. Pour saisir ce paradoxe, nous devons abandonner notre point de vue géocentrique, cette habitude de nous considérer comme le centre immobile de l'univers. Imaginons une expérience de pensée très simple pour recalibrer notre perception de la mécanique. Visualisez une pièce totalement vide. Au centre de cette pièce se trouve une chaise. Vous vous tenez à quelques pas de cette chaise, les yeux fixés sur elle. Votre tâche est de faire le tour complet de la chaise à une condition stricte. Vous devez toujours rester face à elle. Vous commencez à bouger latéralement. Vous faites un pas à droite, puis un autre, en contournant lentement le centre de la pièce. Votre regard est constamment fixé sur le siège. Vous parcourez un quart de cercle, puis la moitié, puis les trois quarts, pour enfin revenir à votre point de départ. Pour une personne assise sur cette chaise, vous n'avez jamais tourné sur vous-même. Elle n'a vu que votre visage tout au long de votre trajet. De son point de vue, vous n'avez effectué aucune rotation autour de votre propre axe. Mais changeons maintenant de système de référence. Imaginez qu'une caméra soit installée au plafond, dans un coin de la pièce, ou imaginez-vous comme un spectateur extérieur regardant la scène d'en haut. Que verrait cet observateur indépendant? Au début de votre marche, vous regardiez, par exemple, le mur nord de la pièce, car la chaise se trouvait au nord de vous. Lorsque vous avez parcouru un quart de cercle et que vous vous êtes retrouvé à l'est de la chaise, votre visage s'est tourné vers le mur ouest. À mi-chemin, vous regardiez le mur sud, et quand vous avez terminé le cercle, votre regard s'est de nouveau posé sur le mur nord. Cela signifie qu'en faisant un seul tour autour de la chaise, votre corps a effectué exactement une rotation complète de 360 degrés par rapport au mur de la pièce. Si vous n'aviez pas tourné sur votre propre axe pendant votre marche, alors en contournant la chaise,
vous lui auriez présenté d'abord votre épaule droite, puis votre nuque, puis votre épaule gauche, et seulement après être revenu au départ, vous seriez de nouveau face à elle. C'est précisément ce qui se passe avec notre satellite naturel. La Lune effectue une rotation complète autour de son axe, dans le même laps de temps qu'il lui faut pour accomplir une révolution complète autour de la Terre. Ce phénomène est appelé en astrophysique la rotation synchrone ou le verrouillage gravitationnel. Les chiffres ici sont la clé de la compréhension. La période de révolution de la Lune sur son orbite est d'environ 27,3 jours terrestres. Et la période de sa rotation autour de son propre axe, par rapport aux étoiles lointaines, est exactement la même, 27,3 jours à la seconde près. C'est pour cette raison que nous ne voyons jamais qu'environ 50% de sa surface. Je dis environ, car l'orbite de la Lune n'est pas un cercle parfait. Selon les lois découvertes par Johannes Kepler, en se déplaçant sur une orbite elliptique, un corps céleste change de vitesse. Lorsque la Lune est plus proche de la Terre, au périgée, elle se déplace un peu plus vite sur son orbite. Lorsqu'elle s'éloigne vers l'apogée, sa vitesse orbitale diminue. Cependant, sa vitesse de rotation sur son propre axe reste pratiquement inchangée. Elle est strictement constante. De cette désynchronisation entre la vitesse orbitale et la vitesse de rotation constante naît un effet optique appelé libration. La Lune semble osciller légèrement, elle nous fait un signe de tête, se tournant tantôt un peu vers la gauche, tantôt un peu vers la droite. Grâce à ces oscillations, les astronomes terrestres peuvent jeter un coup d'œil au-delà du bord du disque lunaire et, au total, cartographier environ 59% de la surface lunaire sur une longue période d'observation. Mais les 41% restants demeurent à jamais cachés au télescope terrestre. En revenant à notre question principale, nous sommes confrontés à une énigme mathématique colossale. Deux processus physiques totalement différents, le vol d'une immense sphère rocheuse sur une orbite de 2 500 000 km et la rotation de cette même sphère sur son axe interne ont une durée absolument identique. Quelle est la probabilité d'une telle coïncidence dans un univers chaotique où les objets se forment à partir de nuages de gaz et de poussière sous l'influence de collisions aléatoires? Dans le monde de l'astrophysique, les probabilités de coïncidence parfaite tendent vers 0. Si vous prenez des dés et que vous obtenez un 600 fois de suite, vous comprenez immédiatement que les dés sont truqués. Le hasard est ici totalement exclu. Cette harmonie idéale des orbites et des rotations n'était pas présente à la naissance de notre satellite. Elle a été acquise. Elle est restée le résultat d'un processus long, douloureux et incroyablement gourmand en énergie. Cette harmonie parfaite des orbites n'a pas été gravée dans le marbre lors de la naissance de notre satellite. Elle a été forgée par un processus long, douloureux et incroyablement épuisant sur le plan énergétique. Il y a environ 4 milliards 500 millions d'années, la jeune Lune se comportait de manière radicalement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Elle tournait sur son axe à une vitesse vertigineuse. Selon les modèles informatiques les plus récents, une journée sur la jeune Lune ne durait qu'entre 4 et 6 heures seulement. La surface du satellite défilait devant la Terre, exposant successivement toutes ses faces aux rayons du jeune Soleil. Si nous pouvions voyager dans ce passé lointain et lever les yeux vers le ciel, nous verrions un spectacle à la fois terrifiant et magnifique. Une boule de feu géante en rotation rapide, située 10 fois plus près de la Terre qu'elle ne l'est de nos jours. Cela signifie qu'il a existé un mécanisme de freinage colossal. L'énergie cinétique de rotation de ce corps céleste massif, dont la masse s'élève à 73 millions de milliards de kilogrammes, a dû être dissipée d'une manière ou d'une autre. Mais comment peut-on freiner une planète en rotation? Dans le vide absolu du cosmos, dans l'espace vide, il n'y a pas d'air pour créer une résistance aérodynamique. Il n'y a pas de plaquettes de frein pour ralentir la course de ces géants. C'est ici que la physique scolaire, telle que nous l'apprenons souvent, atteint ses limites. On entend fréquemment dire que la gravité de la Terre a simplement saisi la Lune. Pourtant, analysons cette affirmation avec un œil critique. La gravité d'Isaac Newton est une force d'attraction entre deux masses qui agit selon une ligne droite reliant leur centre.
Elle peut modifier la trajectoire d'un objet, le forçant à décrire des cercles, mais une force de gravité conservative, par elle-même, est incapable de dissiper l'énergie de rotation d'un corps solide. Si vous imaginez la Lune comme une boule de billard idéale, parfaitement élastique, tournant en apesanteur, aucune gravité terrestre ne pourrait la forcer à cesser sa rotation sur elle-même. Elle tournerait indéfiniment, figée dans sa propre impulsion, obéissant strictement à la loi de conservation du moment cinétique. Cependant, la Lune a bel et bien ralenti. Ce fait scientifique incontestable ne signifie qu'une seule chose. Nous ne traitons pas avec les sphères géométriques parfaites des manuels scolaires. Nous avons affaire à des objets physiques réels, malléables, sujets à la déformation, au réchauffement et à la friction interne. Pour trouver la cause profonde de l'arrêt de la rotation lunaire, nous devons détourner notre regard de l'espace vide pour regarder à l'intérieur même de la Lune. Nous devons descendre sous sa croûte grise et froide pour rejoindre ces époques lointaines où la roche elle-même se comportait comme un fluide et où des forces invisibles faisaient monter et descendre des continents entiers 2 fois par jour. La véritable histoire du verrouillage gravitationnel n'est pas une simple question d'attraction. C'est un drame complexe de thermodynamique, de transformation d'énergie et de friction cosmique. Dans la suite de notre exploration, nous verrons comment la tension gravitationnelle crée une résistance interne et pourquoi les roches solides peuvent se freiner mutuellement, à la manière des disques de frein d'une automobile. Nous avons conclu la partie précédente sur une question fondamentale. Comment la gravité invisible peut-elle agir comme un gigantesque frein cosmique ? Si nous ouvrons les manuels de physique classique, nous y trouvons les lois d'Isaac Newton, qui décrivent admirablement le mouvement orbital des corps célestes. Cependant, lorsqu'il s'agit d'expliquer pourquoi la Lune a cessé de tourner à sa vitesse folle, d'autres fois pour se figer face à nous, ces équations rigoureuses se heurtent soudainement à une barrière conceptuelle majeure. Pour comprendre ce mystère, nous devons voyager dans le temps jusqu'à la fin du XIXe siècle. C'est à cette époque que George Darwin, un esprit brillant et mathématicien hors pair, s'est attelé à résoudre ce paradoxe lunaire. George était l'un des fils du célèbre Charles Darwin, le créateur de la théorie de l'évolution des espèces. Il est fascinant de noter que George a adopté une approche philosophique similaire à celle de son père, mais l'a appliquée non pas aux organismes vivants, mais à la roche inanimée et à l'espace vide. Il a suggéré que les orbites des planètes et leur rotation ne sont pas des valeurs immuables, fixées une fois pour toutes, mais qu'elles évoluent et changent au fil du temps sous l'influence de forces extérieures. George Darwin a ainsi jeté les bases de la théorie de l'évolution par les marées. Pour comprendre sa logique, nous devons examiner en détail le mécanisme des forces de marée. Beaucoup en ont entendu parler dans le contexte des marées océaniques sur notre planète, sachant que la Lune attire les océans terrestres. Mais analysons ce phénomène à un niveau physique plus profond, car c'est là que se cache la première clé de notre énigme. Le point crucial est que la force de gravité ne se répartit pas uniformément. Selon la loi de Newton, l'attraction entre deux objets diminue inversement proportionnellement au carré de la distance qui les sépare. Cela signifie que si vous doublez la distance, la force d'attraction est divisée par 4. Si vous la triplez, elle est divisée par 9. La dépendance est extrêmement brutale. Appliquons maintenant cette règle au système Terre-Lune. La Lune n'est pas un point abstrait sur une feuille de papier, c'est un corps sphérique immense dont le diamètre est de 3474 km. La distance moyenne entre la Terre et la Lune est d'environ 384 000 km. Mais ce chiffre est mesuré de centre à centre. Regardez attentivement cette géométrie. La face de la Lune qui nous regarde est plus proche de la Terre de 1737 km par rapport à son centre. A l'inverse, sa face cachée est plus éloignée de 1737 km. En pratique, cela signifie que la gravité terrestre agit de manière inégale sur cette immense boule de roche. La partie de la surface lunaire la plus proche de nous subit une attraction plus forte que le noyau lunaire, tandis que la face cachée subit l'attraction la plus faible de tout le système.
Il en résulte un gradient gravitationnel colossal, c'est-à-dire une différence de potentiel de force de gravité entre les différentes parties d'un même corps. La Terre tente littéralement de déchirer la Lune en morceaux, attirant la face proche vers elle tout en laissant la face lointaine légèrement en arrière. Sous l'effet de cette tension inégale, la sphère géométrique idéale se déforme. La Lune s'étire légèrement le long de la ligne invisible qui la relie à la Terre. Elle acquiert la forme d'un ellipsoïde allongé, rappelant de loin un melon ou un ballon de rugby. Les deux extrémités de cette forme constituent ce qu'on appelle les renflements de marée. L'un est toujours dirigé précisément vers la Terre, tandis que l'autre regarde dans la direction opposée, vers le vide infini du cosmos. Bien entendu, cet étirement n'est pas gigantesque à l'échelle du satellite lui-même. Il s'agit d'une déformation de la roche de quelques dizaines de mètres, mais pour la mécanique céleste, c'est plus que suffisant. La Terre subit exactement le même effet de la part de la Lune, ce qui provoque la montée des eaux dans nos océans. Mais les océans sont liquides et changent de forme facilement, alors que la Lune est composée de roches solides. Nous arrivons ici à un tournant. La déformation seule ne peut pas arrêter la rotation. Imaginez cet ellipsoïde rocheux suspendu dans l'espace. S'il restait immobile, rien d'intéressant ne se produirait. Mais souvenons-nous que la jeune Lune, formée il y a environ 4,5 milliards d'années, tournait à une vitesse folle, accomplissant une rotation complète en seulement 4 à 6 heures. C'est là que tout devient fascinant. Les renflements de marée créés par la gravité terrestre cherchent toujours à rester alignés avec la Terre. Ils sont comme attachés à notre planète par des cordes invisibles, alors que le corps physique de la Lune, lui, tourne rapidement. Imaginez cette scène. La roche solide de la croûte et du manteau lunaire est forcée de passer continuellement à travers ces zones de marée étirées. C'est comme si vous portiez un costume en caoutchouc très serré et déformé, et que vous essayiez de tourner à l'intérieur pendant que quelqu'un d'autre tenait fermement les extrémités du costume. Chaque portion de la surface lunaire, en traversant la zone faisant face à la Terre, était forcée de monter et de se gonfler sous l'action de la force de marée, puis de redescendre en s'éloignant. 2 fois par jour, une vague gigantesque de roches solides parcourait la surface du jeune satellite. La planète entière se contractait et s'étirait continuellement, tel un cœur qui bat. Ce malaxage constant de la roche aurait dû calmer rapidement la rotation. Et c'est exactement ainsi que George Darwin raisonnait dans ses calculs. Il a décrit comment ces ondes de marée ralentissent l'écorce céleste, et sa théorie est devenue la référence en astrophysique. Pourtant, si nous regardons cette situation exclusivement à travers le prisme de la mécanique classique, nous découvrons une zone d'ombre béante. Dans le monde idéal de Newton, la gravité est une force conservative. Cela signifie que le travail effectué par cette force sur un circuit fermé est nul. En termes simples, toute l'énergie que vous dépensez pour soulever une pierre vous est rendue exactement au moment où elle tombe. Le système conserve un équilibre parfait. Imaginons que la Lune soit faite d'un matériau 100% élastique, un caoutchouc cosmique fantastique sans pertes internes. Dans ce scénario idéal, la roche lunaire s'étirerait en passant par le renflement de marée, accumulant de l'énergie élastique comme un ressort tendu. Puis, lorsque cette zone quitterait l'attraction maximale, la roche se contracterait, rendant toute l'énergie accumulée au mouvement de rotation du corps entier sans en perdre un seul joule. Ce serait un mouvement perpétuel d'élasticité et la Lune continuerait de tourner indéfiniment à sa vitesse initiale de 4 ou 6 heures. La mécanique gravitationnelle classique ne contient aucun mécanisme pour dissiper l'énergie. La gravité peut tirer, courber une trajectoire ou déformer, mais elle ne sait pas freiner par elle-même. Alors, de quoi parlons-nous ? Pourquoi notre Lune s'est-elle finalement arrêtée ? Comment un corps cosmique aussi massif à T il put perdre ses réserves colossales d'énergie cinétique dans le vide glacé du cosmos ? La réponse réside dans le fait que notre univers n'est pas composé d'objets mathématiques parfaits. La nature ne tolère pas l'élasticité absolue. Dans le monde réel, tout processus de déformation exige le paiement d'une taxe spéciale
en faveur de la thermodynamique. La nature ne tolère jamais l'élasticité absolue. Dans notre monde réel, composé de surfaces rugueuses et de réseaux cristallins imparfaits, tout processus de déformation exige le paiement d'une taxe spéciale au profit de la thermodynamique. Pour comprendre comment la Lune a réellement freiné sa course, nous devons oublier l'espace vide et plonger au plus profond de l'astre. Le secret de son immobilisation ne se trouve pas dans la distance qui nous sépare, mais dans ce qui se passait autrefois à l'intérieur même de la roche. La gravité a simplement créé les conditions et assuré l'étirement de la forme, mais le véritable moteur du freinage fut ce que les physiciens nomment la dissipation d'énergie. Pour que ce processus soit efficace, la Lune devait posséder une structure très particulière. Il y a 4,5 milliards d'années, notre satellite n'était pas cette sphère grise et froide que nous admirons aujourd'hui. C'était un enfer bouillonnant, né de la chaleur extrême des collisions lors de sa formation et de la désintégration d'éléments radioactifs en son sein. La jeune Lune était recouverte d'un océan global de magma liquide, une mer de roches en fusion profonde de plusieurs centaines de kilomètres. C'est dans cet environnement visqueux que se cache la clé du freinage cosmique. Pour visualiser ce mécanisme, imaginez une expérience simple dans votre cuisine avec 2 œufs, l'un dur et l'autre cru. Si vous faites tourner l'œuf dur, il tournera de manière stable comme une petite toupie. Mais si vous lancez l'œuf cru, il s'arrêtera très rapidement après quelques tours maladroits. Pourquoi ? Parce que l'œuf cru n'est pas un corps solide unique. À l'intérieur de la coquille se trouve un liquide visqueux. Lorsque vous faites tourner la coquille, le liquide interne, par inertie, ne suit pas immédiatement le mouvement. Il en résulte une friction colossale entre la paroi intérieure et le fluide. En physique, c'est la dissipation visqueuse. L'énergie ordonnée de la rotation se transforme en chaleur, c'est-à-dire en mouvement moléculaire chaotique. L'énergie ne disparaît pas, elle change de forme. La jeune Lune, avec son océan de magma, se comportait exactement comme un œuf cru géant. Alors qu'elle tournait sur elle-même en seulement 5 heures, la Terre, située incroyablement près, déformait ce monde liquide. Des vagues titanesques de roches en fusion parcouraient la surface du satellite. Dans les profondeurs, les couches de magma glissaient les unes sur les autres avec une résistance monstrueuse. Ce frottement interne agissait comme un générateur de friction à l'échelle planétaire. Selon les lois de la thermodynamique, l'entropie, ou la mesure du désordre, ne cesse d'augmenter. La rotation mathématiquement parfaite de la Lune était inévitablement broyée pour devenir de la chaleur. Ce processus chauffait encore davantage les entrailles du satellite. Si nous avions pu observer la Lune avec des yeux sensibles aux rayons infrarouges, elle aurait brillé d'un éclat insoutenable. Cette chaleur s'échappait continuellement vers le vide spatial sous forme de radiation. Photon après photon, la Lune rayonnait son énergie de rotation dans l'univers. L'impulsion cinétique se transformait en friction, la friction en chaleur et la chaleur en lumière invisible, s'évanouissant dans le froid éternel. Au fil des millénaires, la vitesse de rotation chutait irrémédiablement. La thermodynamique venait de triompher de la mécanique orbitale. Nous sommes parvenus à comprendre que pour freiner un corps céleste aussi massif, il a fallu un mécanisme interne de dissipation d'énergie d'une puissance inimaginable. La gravité classique, agissant sur des objets idéaux à travers le vide, est incapable d'arrêter définitivement une rotation. Elle ne fait que créer une déformation. Pour saisir comment cet étirement gravitationnel s'est transformé en un frein cosmique, nous devons remonter le temps, bien avant que la poussière ne retombe sur notre système solaire. En physique, il est impossible d'étudier sérieusement la perte de vitesse d'un objet sans connaître ses conditions initiales de mouvement. Nous devons donc répondre à une question primordiale. Comment notre Lune a-t-elle commencé à tourner et d'où vient cette énergie originelle ? Jusqu'au milieu du XXe siècle, l'origine de notre satellite restait l'une des énigmes les plus sombres et les plus déroutantes de l'astronomie. Les savants de l'époque proposaient 3 concepts rivaux. La première théorie, avancée dès l'année 1879 par George Darwin,
était celle de la séparation centrifuge. Darwin imaginait qu'à l'aube de son histoire, la jeune Terre était une boule en fusion tournant sur elle, même à une vitesse phénoménale, avec une période de rotation d'à peine 2 ou 3 heures. Sous l'effet de cette force centrifuge démesurée, la planète liquide se serait aplatie au pôle et étirée à l'équateur, jusqu'à ce qu'un morceau gigantesque de matière incandescente s'en détache pour devenir la Lune. Il pensait même que le bassin de l'océan Pacifique était la cicatrice de cet arrachement monstrueux. La deuxième théorie était celle de la capture gravitationnelle. Selon ce modèle, la Lune se serait formée dans une autre partie du système solaire, peut-être près de Mars ou de Jupiter, avant d'errer comme un astéroïde vagabond. En passant trop près de la Terre, elle aurait été capturée par la poigne gravitationnelle de notre planète et forcée de rester sur orbite. Enfin, la troisième hypothèse était celle de la kéoaccrétion. La Terre et la Lune se seraient formées simultanément à partir du même nuage de poussière primitif, comme deux planètes sœurs inséparables dès le premier jour. Pourtant, chacune de ces théories, bien que logique en apparence, s'effondrait face aux lois de la physique. Pour que la séparation centrifuge ait lieu, la Terre aurait dû posséder une énergie de rotation insensée, et personne ne pouvait expliquer où ce moment cinétique avait disparu après la séparation. De plus, l'orbite de la Lune n'est pas alignée avec l'équateur terrestre, ce qui rend cette théorie impossible. Quant à la capture, freiner brusquement un objet de cette taille dans le vide sans qu'il ne s'écrase sur Terre ou ne reparte dans l'espace est mathématiquement improbable. Enfin, la coaccrétion échouait à expliquer pourquoi la densité de la Lune est si faible par rapport à celle de la Terre. La Terre possède un noyau de fer massif, tandis que celui de la Lune est minuscule. Pourquoi deux objets pétris dans la même pâte seraient-ils si différents ? Tout a basculé durant l'été de l'année 1969, lorsque les astronautes de la mission Apollo 11 ont rapporté 382 kg de roches lunaires. L'analyse de ces échantillons a bouleversé la science planétaire. Les chercheurs ont découvert que le rapport des isotopes d'oxygène dans le sol lunaire était absolument identique au millième de % près à celui des roches du manteau terrestre. C'était la preuve irréfutable d'une parenté intime. La Lune a été créée à partir du même matériau que l'enveloppe externe de la Terre. Mais parallèlement, ces roches étaient totalement dépourvues d'éléments volatiles, comme l'eau ou le potassium, et présentaient un déficit flagrant en fer. La matière semblait avoir été soumise à des températures si extrêmes que tout ce qui était léger s'était évaporé. En 1974, William Hartmann et Donald Davis ont proposé une conception audacieuse, l'hypothèse de l'impact géant. Ils nous ont transportés 4 milliards 500 millions d'années en arrière, dans un système solaire chaotique et violent. À cette époque, des dizaines d'embryons planétaires erraient encore près du jeune Soleil. L'un d'eux, une protoplanète nommée Theia, de la taille de Mars, se trouvait sur une trajectoire de collision inévitable avec la Terre. Le choc ne fut pas frontal, mais tangentiel. Theia a percuté les couches externes de notre planète à une vitesse de 10 km par seconde. L'énergie libérée fut telle que le manteau de Theia et une grande partie de celui de la Terre ont fondu instantanément, se transformant en une vapeur de silicate brûlante. Le noyau de fer de Theia, plus dense, a traversé la Terre pour fusionner avec le noyau terrestre, expliquant notre richesse en fer. En revanche, un volume colossal de roches fondues a été projeté sur orbite, formant un anneau de magma et de gaz autour de notre planète blessée, semblable aux anneaux de Saturne, mais composé de flammes et de lave. C'est ici qu'intervient la limite de Roche, formulée en 1848 par Édouard Roche. Cette loi définit la distance minimale sous laquelle un satellite est déchiré par les forces de marée de sa planète. Les débris de l'impact ont été projetés juste au-delà de cette limite. Dans cette zone de calme relatif, les gouttes de roche fondue ont commencé à s'agglutiner par accrétion. Ce processus ne prit pas des millions d'années, mais seulement quelques mois ou quelques décennies tout au plus.
De ce balai de feu est née une sphère parfaite, la Lune, mais toute l'énergie de rotation de cet anneau de débris ne s'est pas envolée. En vertu de la loi de conservation du moment cinétique, comme un patineur qui ramène ses bras vers son corps pour accélérer, la matière concentrée de la Lune s'est mise à tourner à une vitesse prodigieuse. Le jour sur cette sphère de feu ne durait que 4 à 6 heures. La surface tourbillonnait dans l'espace, exposant sans cesse de nouvelles zones de son armure de lave au Soleil et à la Terre. De plus, la jeune Lune n'était pas à 384 000 km, mais à seulement 20 ou 30 000 km de nous. Elle occupait une partie immense de l'horizon, suspendue comme un œil maléfique brillant d'une lueur pourpre. Résumons cette vision. Un corps de 73 millions de milliards de kilogrammes tournant sur lui-même toutes les quelques heures. Une énergie cinétique inimaginable était enfermée dans cette rotation. Et pourtant, aujourd'hui, tout était figé. Le vide spatial est un système isolé, sans air pour offrir de résistance. Pour éteindre une telle puissance, il fallait un générateur de friction interne. Et comme nous allons le voir, la réponse réside dans le fait que la jeune Lune était tout, sauf un rocher froid et mort. Nous avons établi que la jeune Lune était un monde visqueux, un océan de magma en fusion perdant son énergie par la friction interne des roches et la chaleur rayonnée. Mais pour transformer cette image thermique en une explication mécanique rigoureuse, nous devons maintenant traduire cette chaleur en force physique. Pour comprendre comment la perte de chaleur devient un effort de freinage capable d'arrêter une planète entière, il nous faut observer la géométrie du système Terre-Lune en pleine dynamique. Nous revenons ici au concept du renflement de marée, mais en y ajoutant 2 facteurs cruciaux, le temps et la résistance de la matière. Dans le monde parfait des mathématiques pures, le renflement de marée est toujours dirigé exactement vers l'objet qui le provoque. Si la Lune avait été un fluide parfait sans aucune viscosité, sa partie étirée aurait toujours pointé directement vers le centre de la Terre, formant une ligne droite absolue. Dans une telle configuration idéale, la gravité de la Terre attirerait ce renflement selon une trajectoire rectiligne passant par les centres de masse des 2 astres. Le vecteur de la force de gravité coïnciderait alors avec l'axe reliant les 2 mondes et aucune force ne viendrait perturber la vitesse de rotation. Cependant, la réalité physique est composée de matériaux possédant une viscosité et une friction interne, qu'il s'agisse de la lave épaisse des temps anciens ou de la roche élastique d'aujourd'hui. Tout matériau a besoin de temps pour réagir à une force appliquée. Analysons ce processus étape par étape. La Lune tourne sur son axe. Une portion spécifique de sa surface entre alors dans la zone de l'attraction gravitationnelle maximale de la Terre. Notre planète tire sur cette zone, essayant de la soulever pour créer une onde de marée, mais à cause de la friction interne et de la viscosité de la roche, ce soulèvement ne se produit pas instantanément. La masse rocheuse a besoin de temps pour se déformer et se gonfler. Pendant que la roche se déforme lentement, la Lune, elle, continue sa rotation rapide. Par conséquent, au moment où la portion de roche atteint sa hauteur maximale et forme le sommet du renflement de marée, la rotation de la Lune a déjà entraîné cette masse un peu plus loin dans le sens de son mouvement. En astrophysique, ce phénomène est appelé le retard de phase ou l'angle de retard de la marée. Malgré son nom, par rapport à la ligne reliant les centres de la Terre et de la Lune, ce renflement ne traîne pas en arrière, mais il se déplace au contraire vers l'avant, dans la direction de la rotation du satellite lui-même. Pour visualiser cela, imaginez une horloge géante. La Terre est au centre du cadran et la Lune se trouve à midi. Si la Lune ne tournait pas, son renflement de marée pointerait exactement vers 6 heures, droit sur la Terre. Mais comme la Lune tourne rapidement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, cet immense renflement de roche déformé est emporté par la rotation et se retrouve décalé, disons vers 5 heures. Il ne regarde plus directement notre planète, il pointe légèrement sur le côté, dépassant la ligne invisible du lien gravitationnel. Ce décalage géométrique minuscule change absolument tout. Il engendre ce que les physiciens appellent un couple de force ou un moment de force. La gravité terrestre continue d'attirer inlassablement
toute la masse de la Lune, mais la distribution de cette masse est devenue asymétrique. Ce massif de milliards de tonnes de roches soulevées se trouve désormais décentré par rapport à l'axe central. La Terre tire sur ce renflement décalé pour le ramener vers elle. Puisque le renflement a pris de l'avance par rapport à la rotation lunaire, la force d'attraction de la Terre s'exerce sur lui de manière à le tirer vers l'arrière, tentant de le replacer sur la ligne droite. Il en résulte un vecteur de force dirigé à l'opposé du sens de rotation du satellite. C'est l'effet classique d'un levier. Le centre de la Lune agit comme le point d'appui, tandis que le renflement de marée décalé sert d'extrémité au levier sur lequel la Terre exerce sa traction. Un couple de freinage est ainsi créé. Pour le ressentir physiquement, imaginez que vous fassiez tourner une roue de vélo suspendue dans les airs. Alors que la roue tourne vite, vous appuyez doucement un morceau de caoutchouc contre le bord de la jante. La roue essaie d'entraîner le caoutchouc, mais vous le tenez fermement, créant une résistance opposée au mouvement. La roue perd inévitablement de sa vitesse. C'est exactement le rôle de plaquette de frein qu'a joué le renflement de marée décalé. La Terre a tiré dessus sans relâche pendant que la Lune s'efforçait de le faire tourner plus loin. Durant des centaines de millions d'années, cette force invisible mais colossale a travaillé sans repos, soustrayant de l'énergie à la rotation du satellite. La vitesse de rotation a chuté, les jours lunaires sont devenus de plus en plus longs, et l'océan de magma s'est refroidi pour devenir une croûte solide. L'astrophysicien célèbre Peter Goldrake a apporté une contribution immense à la description mathématique de ces mécanismes. Dans des revues scientifiques prestigieuses, des modèles informatiques complexes tentent aujourd'hui de reconstituer les paramètres exacts de ce freinage antique. Ces chercheurs intègrent des données sur la viscosité présumée du manteau lunaire primitif, sa température et sa composition chimique. Ces calculs prouvent de manière irréfutable que la friction interne générée dans les profondeurs de la Lune était absolument suffisante pour arrêter totalement sa rotation propre par rapport à la Terre en quelques centaines de millions d'années seulement après la collision avec Theia. Le processus de freinage s'est poursuivi jusqu'à ce que le système atteigne un point d'équilibre énergétique absolu. Cela s'est produit au moment précis où la période de rotation de la Lune sur son axe est devenue rigoureusement égale à la période de sa révolution autour de la Terre. Dès que ce moment, nommé verrouillage synchrone, fut atteint, le renflement de marée a cessé de se déplacer à la surface du satellite. Pour un observateur debout sur la Lune, la Terre est apparue figée en un point unique du ciel. La roche a cessé de se déformer, de se broyer et de chauffer continuellement. Le renflement s'est immobilisé pour l'éternité, tourné vers notre planète. Le freinage a cessé car le mouvement relatif avait disparu. La Lune a enfin trouvé la paix, mais en physique, rien ne se perd sans laisser de traces. Si la Lune a perdu sa colossale énergie de rotation, ce processus a dû laisser une marque indélébile dans la géométrie de tout le système solaire. L'interaction des masses obéit à des règles strictes de conservation. Nous allons voir comment la perte de la rotation lunaire a forcé l'orbite même de notre satellite à se transformer et comment les scientifiques modernes utilisent des rayons laser pour mesurer l'écho de ce freinage millénaire avec une précision millimétrique. Notre voyage à travers le temps et les lois de la thermodynamique nous a conduits vers une nouvelle question fondamentale. Si la jeune Lune était semblable à une toupie géante perdant sa vitesse à cause du frottement visqueux du magma, alors nous devons impérativement nous interroger sur le destin de ce mouvement disparu. En physique, il existe un concept d'une beauté et d'une puissance incroyables, formalisé mathématiquement par une penseuse d'exception nommée Emmy Noether. Son théorème prouve que chaque loi de conservation dans la nature correspond à une symétrie fondamentale de l'univers. L'un de ses piliers inébranlables est la loi de conservation du moment cinétique. Cette loi stipule que, dans un système fermé, la quantité totale de mouvements de rotation ne peut pas changer d'elle-même. Elle peut seulement être redistribuée entre les différentes parties de ce système. Le système formé par la Terre et la Lune, flottant dans le vide cosmique, représente précisément un tel système isolé,
Il possède un moment cinétique global qui se compose de deux éléments principaux. La première partie est le moment cinétique de la rotation propre des planètes sur leurs axes. La seconde partie est le moment cinétique orbital, c'est-à-dire le mouvement de la Lune sur sa vaste trajectoire autour de la Terre. Nous avons déjà établi que la Lune a perdu la quasi-totalité de son propre moment de rotation, ralentissant de quelques heures à 27,3 jours terrestres. La loi de conservation exige que cette perte soit compensée par une augmentation immédiate du moment cinétique orbital. Mais comment un système peut-il augmenter son moment orbital ? La mécanique des corps célestes ne propose qu'une seule issue, augmenter la distance. Pour préserver l'équilibre global du mouvement de rotation, la Lune a dû s'éloigner de la Terre pour rejoindre une orbite plus haute et plus large. L'élégance saisissante de ce processus physique réside dans le fait qu'il ne s'est pas arrêté dans l'Antiquité profonde. Il se poursuit en ce moment même, à chaque seconde qui s'écoule. Et nous ne nous contentons pas de le supposer sur la base de modèles théoriques, nous pouvons le mesurer avec une précision presque effrayante grâce à l'une des réalisations technologiques les plus remarquables du XXe siècle. Durant l'été de l'année 1969, les astronautes de la mission Apollo 11, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, n'ont pas seulement laissé leurs empreintes et un drapeau sur la surface poussiéreuse de la mer de la Tranquillité. Ils y ont installé un instrument scientifique qui continue de fonctionner aujourd'hui sans aucune source d'énergie. Cet instrument est un panneau sur lequel sont fixés 100 réflecteurs à coin de cube. Le réflecteur à coin de cube est une invention géniale de l'optique. Il se compose de 3 miroirs plans disposés strictement à angle droit, les uns par rapport aux autres, formant le coin intérieur d'un cube. La propriété principale et unique de cette construction est qu'un rayon lumineux frappant ce coin, après une série de réflexions sur les 3 plans, revient toujours exactement parallèlement à son chemin initial, directement vers le point d'où il a été émis, quel que soit son angle d'arrivée. Au cours des années suivantes, les astronautes des missions Apollo 14 et Apollo 15 ont installé 2 autres panneaux similaires sur la Lune. Plus tard, les stations automatiques soviétiques Lunokhod 1 et Lunokhod 2 ont également transporté des réflecteurs français sur la surface lunaire, ajoutant de nouveaux points à ce réseau optique cosmique. En disposant de ces cibles immobiles sur un autre corps céleste, les scientifiques terrestres ont entamé une expérience sans précédent pour mesurer l'espace. Sur Terre, dans des observatoires tels que celui de Calerne en France ou celui du Nouveau-Mexique, des lasers puissants ont été installés. La méthode fonctionne de la manière suivante. Le chercheur dirige le faisceau d'un laser extrêmement puissant vers un télescope qui sert d'émetteur. Le télescope focalise le faisceau et envoie une courte impulsion de photons à travers l'atmosphère terrestre dans le vide absolu du cosmos, visant précisément le point sur la Lune où se trouvent les panneaux. Le faisceau voyage dans l'espace à la vitesse de la lumière. En atteignant la surface lunaire, il couvre une surface de plusieurs kilomètres. Cependant, une infime fraction des photons frappe exactement les prismes de verre du réflecteur. Une triple réflexion interne se produit et cette minuscule poignée de photons repart pour le voyage de retour vers la Terre. Sur les millions de milliards de particules de lumière ayant quitté le laser, seules quelques unités reviennent dans la lentille du télescope terrestre. Mais des détecteurs ultrasensibles enregistrent ce retour, puisque la vitesse de la lumière dans le vide est une constante fondamentale et immuable de notre univers. Il ne reste aux scientifiques qu'à mesurer le temps mis par les photons pour faire l'aller-retour. En divisant ce temps par 2 et en multipliant par la vitesse de la lumière, les physiciens obtiennent la distance jusqu'à la Lune avec une marge d'erreur ne dépassant pas quelques millimètres. Ce sont ces décennies de tirs laser quotidiens vers le ciel nocturne qui ont révélé une vérité frappante. Elles ont apporté la preuve irréfutable que l'ancien mécanisme de conservation du moment cinétique fonctionne toujours. Les données de la télémétrie laser montrent inévitablement que la Lune s'éloigne de la Terre. Chaque année, pendant que la Terre accomplit une révolution autour du Soleil, notre satellite naturel recule de précisément 3,8 cm.
Ce chiffre de 3,8 cm par an peut sembler dérisoire à l'échelle du cosmos infini. C'est environ la vitesse de croissance des ongles humains. Mais dans le contexte du temps géologique, mesuré en centaines de millions d'années, c'est un décalage colossal. Il y a des milliards d'années, la Lune était un monde immense et effrayant de proximité. Mais chaque fois que la friction interne lui volait une fraction de son énergie de rotation, les lois de conservation la repoussaient un peu plus loin sur une orbite plus élevée. Et à mesure qu'elle s'éloignait, les forces de marée et le gradient de gravité de la Terre devenaient de plus en plus faibles. Nous vivons dans une époque unique. Nous nous trouvons à ce point précis du temps où la Lune s'est éloignée exactement à la distance où sa taille angulaire visible dans le ciel est devenue pratiquement identique à la taille angulaire du disque solaire. C'est grâce à cette coïncidence géométrique étonnante, dictée par l'ancienne dissipation d'énergie, que les habitants de la Terre ont la possibilité d'observer le phénomène incroyable des éclipses solaires totales lorsque le disque lunaire recouvre parfaitement l'astre. Ainsi, le fait que la Lune nous montre aujourd'hui un visage immobile n'est pas le résultat d'une poigne rigide de la gravité classique. C'est le témoignage pétrifié d'une dépense d'énergie monumentale, payée par la chaleur, la friction et le recul lent mais inexorable de notre satellite dans les profondeurs froides du système solaire. Mais pourquoi, en se figeant, la Lune s'est-elle tournée vers nous avec cet hémisphère précis plutôt qu'un autre ? La réponse réside dans l'irrégularité de la répartition de sa masse. Nous avons compris que le frottement interne des anciens océans de magma a fini par éteindre l'énergie de rotation de notre satellite. Le système est parvenu à un état de rotation synchrone et le disque lunaire s'est visuellement figé dans le ciel. Mais une question légitime se pose alors. Pourquoi s'est-il arrêté précisément ainsi ? Pourquoi contemplons-nous ce paysage précis de mer de basalte pétrifié plutôt que l'autre hémisphère, criblé de cratères ? Si la Lune avait été une sphère parfaite et homogène, avec une répartition de masse absolument uniforme, la probabilité qu'elle s'arrête sur l'une ou l'autre de ses faces aurait été strictement identique. C'est un peu comme une roulette dont la roue serait parfaitement équilibrée. La bille pourrait tomber sur n'importe quel numéro avec la même chance. Dans ce cas, le freinage par les marées aurait simplement ralenti l'astre jusqu'à ce que son énergie s'épuise et la Lune se serait fixée de manière aléatoire. Nous aurions pu admirer un tout autre tableau nocturne. Cependant, en astrophysique, le hasard est une denrée rare. Le fait que la Lune nous montre cet hémisphère précis est la conséquence d'une asymétrie physique fondamentale. Pour la découvrir, il a fallu envoyer des engins spatiaux directement en orbite lunaire. Cette épopée nous ramène en 1966 lorsque la NASA a lancé la série de sondes Lunar Orbiter. Leur mission officielle était de cartographier la surface pour préparer les futurs pas de l'homme, mais elles ont révélé quelque chose de bien plus profond. Les ingénieurs suivaient ces appareils grâce à l'effet Doppler des signaux radio. En analysant ces fréquences, ils ont remarqué des anomalies troublantes. Les sondes ne suivaient pas des trajectoires régulières. En survolant certaines régions de la face visible, les engins accéléraient soudainement, comme attirés vers le bas par une main invisible, avant de ralentir à nouveau. En superposant la carte de ces accélérations à celle de la surface, les chercheurs Paul Muller et William Tjogren ont fait une découverte stupéfiante. Chaque accélération correspondait aux grandes mers lunaires, ces plaines sombres comme la mer des pluies ou la mer de la sérénité. Sous ces étendues plates se cachent des concentrations de masse colossales, baptisées mascons. Leur origine remonte à 4 milliards d'années, durant le grand bombardement tardif. Des astéroïdes de la taille de montagnes ont percuté la Lune, brisant sa croûte fine. Dans ces bassins géants, la lave dense des profondeurs, riche en fer et en titane, s'est engouffrée pour former des bouchons de basalte extrêmement lourds. L'asymétrie est frappante. La quasi-totalité de ces mascons se trouve sur la face tournée vers la Terre. La face cachée, elle, est un amoncellement de hautes terres claires, presque dépourvues de mer sombre. Le centre de masse de la Lune ne coïncide donc pas avec son centre géométrique. Il est décalé d'environ 2 km vers la Terre.
L'hémisphère visible est littéralement plus lourd. Imaginez maintenant cette roue de roulette à laquelle on aurait fixé un poids de plomb sur un côté. Lorsque l'énergie de rotation s'est épuisée, la gravité terrestre a saisi ces ancres de plomb que sont les mascons. La Terre a attiré vers elle la partie la plus massive, forçant l'hémisphère le plus lourd à nous faire face éternellement. La Lune a trouvé son équilibre comme un pendule lesté. C'est pour cela qu'en levant les yeux, nous voyons ces taches sombres. Ce sont les cicatrices d'anciennes catastrophes qui servent aujourd'hui d'amarre cosmique à notre satellite. Jusqu'à ce point de notre récit, nous avons parlé de la gravité en termes classiques, presque tangibles. Nous avons utilisé des mots comme attirer, tirer ou saisir, comme si entre la Terre et la Lune se trouvait un lien physique, un câble invisible de force brute. Cette approche est admirable pour décrire la mécanique des processus que nous observons, et c'est précisément ainsi qu'Isaac Newton, ce géant de la pensée, envisageait le monde lorsqu'il a formulé sa loi universelle de la gravitation au XVIIe siècle. Cependant, si nous souhaitons atteindre une compréhension véritable, une clarté qui touche au fondement même de la réalité, nous devons oser admettre une vérité déconcertante. La gravité newtonienne n'est qu'une illusion mathématique extrêmement pratique. Pour répondre à la question de savoir pourquoi la Lune s'est figée au niveau le plus fondamental de l'existence, nous devons opérer un changement de paradigme spectaculaire. Nous devons abandonner le concept même de force tel que nous l'imaginons. Nous allons maintenant nous immerger dans l'univers de la théorie de la relativité générale, cette cathédrale de l'esprit présentée par Albert Einstein à la communauté scientifique en 1915. Le problème majeur de la physique classique résidait dans ce que l'on appelait l'action à distance. Newton lui-même était tourmenté par une interrogation qu'il ne pouvait résoudre. Comment la masse de la Terre peut-elle transmettre instantanément son influence à la Lune à travers des centaines de milliers de kilomètres d'un vide absolument désert? Quel était le messager? Quel est le porteur de cette force qui traverse le néant? Newton a eu l'honnêteté de confesser qu'il n'avait pas de réponse, laissant ce fardeau aux générations futures de chercheurs. Einstein a résolu ce dilemme de manière radicale et élégante. Il a déclaré qu'il n'existe aucune force d'attraction volant à travers le vide. La gravité n'est pas une action physique d'un corps sur un autre, c'est une question de géométrie. Pour visualiser cette conception qui défie nos sens, permettez-moi de vous proposer une analogie célèbre mais essentielle. L'espace et le temps ne sont pas une scène vide et immuable où se déroulent les événements de l'univers. L'espace et le temps sont tissés ensemble dans une structure flexible à 4 dimensions, une trame que les physiciens nomment l'espace-temps. Imaginez cette structure comme la toile d'un trampoline géant, parfaitement tendue et élastique. Si vous lancez sur ce trampoline une petite bille de verre très légère, elle roulera selon une ligne parfaitement droite, car rien ne vient perturber son chemin. Mais imaginez maintenant que nous déposions au centre de notre trampoline une lourde boule de bowling. Cette boule possède une masse imposante et sous son poids, la toile élastique du trampoline va inévitablement s'affaisser et se courber. Autour de la boule de bowling, une dépression profonde se forme. La toile de l'espace-temps est déformée. C'est là le cœur de la pensée d'Einstein. La matière indique à l'espace comment se courber. Reprenons maintenant notre petite bille de verre. Si nous la lançons sur la toile du trampoline, non pas vers le centre mais un peu sur le côté, sa trajectoire va changer dès qu'elle entrera dans la zone de la toile incurvée. Elle ne pourra plus suivre une ligne droite, elle commencera à tourbillonner à l'intérieur de la dépression, tournant autour de la masse centrale. La bille subit, elle, une force mystérieuse provenant de la boule de bowling. Absolument pas. Il n'y a ni aimant, ni fil invisible entre elles. La bille de verre suit simplement le chemin le plus direct et le plus naturel possible, compte tenu de la surface sur laquelle elle se déplace. Mais comme la géométrie de cette surface est elle-même courbée, cette ligne droite se transforme visuellement en un cercle ou en une ellipse. En géométrie différentielle, ces chemins les plus courts dans un espace courbé sont appelés des lignes géodésiques. Appliquons maintenant cette image à la Terre
et à la Lune. Notre planète, avec sa masse de près de 6000 milliards de tonnes, crée une courbure colossale dans le tissu à 4 dimensions de l'espace-temps. Elle façonne une dépression géométrique profonde, une sorte d'entonnoir gravitationnel. La seconde règle d'Einstein entre alors en jeu. L'espace courbé indique à la matière comment elle doit se déplacer. La Lune, placée dans cet entonnoir, ne fait qu'avancer. Elle vole par inertie, sans être poussée ni tirée au sens classique du terme. Elle suit simplement sa ligne géodésique, la trajectoire la plus rectiligne dans ce paysage géométrique incroyablement complexe et courbé créé par la présence de la Terre. Mais comment cette approche géométrique nous aide-t-elle à comprendre le phénomène du freinage lunaire et de l'arrêt de sa rotation? Pourquoi la géométrie d'Einstein nous offre-t-elle une image bien plus profonde que la gravité de Newton? Tout réside dans l'interaction entre cette géométrie et la thermodynamique que nous avons explorée précédemment. Souvenez-vous des vagues de magma qui parcouraient la jeune Lune. Dans le cadre de la relativité générale, ces renflements ne surgissent pas parce que la Terre tire sur eux avec une force différente selon la distance. Ils apparaissent parce que le degré de courbure de l'espace-temps varie sur les différentes parties du volume lunaire. La partie de la Lune la plus proche de la Terre se trouve dans une région où la courbure spatiale est plus intense que celle qui affecte son centre, tandis que la face cachée se trouve dans une zone où la courbure est plus faible. Le simple fait qu'un corps physique étendu soit forcé de se déplacer à travers une région de l'espace dont la géométrie change constamment oblige ce corps à se déformer. La Lune essaie en quelque sorte de se faufiler à travers une structure géométrique qui change de forme par rapport à sa surface en rotation. C'est ici que la viscosité de la roche intervient à nouveau. Comme la matière lunaire résiste à cette déformation imposée par la géométrie de l'espace, une friction interne se produit. L'énergie cinétique du mouvement se transforme en chaleur. Mais dans la théorie de la relativité, ce processus est encore plus saisissant car l'énergie est l'équivalent de la masse. Selon la célèbre formule d'Einstein, l'énergie au repos est égale à la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. Lorsque la Lune s'échauffe à cause de cette friction interne et commence à rayonner cette chaleur sous forme de photons infrarouges dans l'espace, elle perd littéralement une partie de son énergie de masse. En modifiant son état énergétique et en gaspillant son impulsion pour se réchauffer, la Lune change les paramètres de son mouvement. À travers l'espace courbé, elle glisse vers une nouvelle ligne géodésique située un peu plus loin du centre de l'entonnoir gravitationnel. C'est ainsi que, par le prisme de la géométrie de l'espace-temps, on explique cet éloignement de 3,8 cm par an. Dire que la Lune a été fixée par la gravité est donc une simplification extrême. La réalité est que cet immense amas de matière, voyageant à travers une géométrie courbe à 4 dimensions, a épuisé ses réserves d'énergie interne à cause de la résistance de ses propres matériaux face à cette déformation géométrique. Après avoir consommé sa capacité de résistance, cette matière a adopté la position la plus stable et la plus économique en énergie dans cet entonnoir spatial, en tournant sa partie la plus dense et la plus lourde vers le centre. La gravité n'était que la forme du paysage, tandis que le véritable travail de freinage a été accompli par l'entropie et le rayonnement thermique. Nous avons parcouru un chemin immense, depuis les simples expériences de pensée jusqu'à la géométrie complexe de l'espace-temps à 4 dimensions. Nous avons découvert que l'immobilité apparente de notre satellite est le fruit d'un épuisement thermodynamique colossal, au cours duquel l'énergie de rotation initiale a été dispersée sans retour dans le vide du cosmos. Nous avons appris que les masses pesantes des mascons ont forcé la Lune à nous présenter un hémisphère spécifique. Cependant, cette fresque resterait inachevée si nous n'examinions pas le système Terre-Lune dans son harmonie presque musicale, ce que les astrophysiciens nomment la résonance spin-orbite. Ce que nous observons depuis la Terre, ce visage unique et figé, n'est que la partie émergée de la mécanique céleste. En réalité, l'orientation de notre satellite dans l'espace obéit à des règles mathématiques d'une précision chirurgicale, découverte bien avant que l'humanité
ne puisse lancer le moindre appareil spatial. Au XVIIe siècle, au sein de l'Observatoire de Paris, travaillait un astronome d'exception d'origine italienne, Giovanni Domenico Cassini. Armé de télescopes qui nous sembleraient aujourd'hui rudimentaires, ce génie de l'observation a passé des années à mesurer les déplacements microscopiques du disque lunaire par rapport aux étoiles lointaines. En 1693, il publia le résultat de ses travaux, formulant 3 règles fondamentales qui portent aujourd'hui son nom, les lois de Cassini. La première loi de Cassini est celle que nous avons déjà explorée en détail. La Lune accomplit une rotation complète sur son axe exactement dans le même temps qu'elle met pour faire le tour de la Terre. C'est la base de la synchronisation. Mais les deuxième et troisième lois nous font passer à un niveau supérieur de compréhension géométrique. Pour les saisir, nous devons imaginer plusieurs plans dans l'immensité de l'espace. Visualisez d'abord le plan dans lequel la Terre tourne autour du Soleil, une sorte de plateau immense appelé le plan de l'écliptique. L'orbite de la Lune n'est pas parfaitement alignée sur ce plateau. Elle est légèrement inclinée par rapport à lui. La deuxième loi de Cassini stipule que l'angle d'inclinaison de l'équateur lunaire par rapport au plan de l'écliptique est une valeur strictement constante de 1,5 degré. L'axe de rotation de la Lune ne bascule pas au hasard. Il maintient cet angle immuable à travers les millénaires. Mais le plus fascinant reste la troisième loi de Cassini, qui décrit une danse tridimensionnelle parfaite. Elle concerne 3 directions clés: l'axe de rotation de la Lune, la perpendiculaire au plan de son orbite et la perpendiculaire au plan de l'écliptique. Cette loi énonce que ces 3 lignes imaginaires restent toujours, à chaque instant, strictement situées dans un même plan. Alors que l'orbite lunaire oscille lentement dans l'espace selon un cycle de 18,6 ans, l'axe de rotation de la Lune suit ce mouvement de manière synchrone pour préserver cette géométrie idéale. Comment la matière inanimée a-t-elle pu atteindre un tel degré de synchronisation ? La réponse réside dans l'un des principes les plus profonds de la physique, le principe de moindre action, ou principe d'énergie minimale. Tout système physique dans notre univers, s'il possède un mécanisme de dissipation d'énergie, cherchera inévitablement à rejoindre l'état où son énergie interne est la plus basse possible. Imaginez une bille dans un bol aux parois irrégulières et bosselées. Si vous lancez la bille, elle roulera en perdant son énergie à cause des frottements, jusqu'à trouver le point le plus bas, le fond du bol. Une fois là, elle s'arrête dans un état d'équilibre stable. La configuration décrite par les lois de Cassini est précisément ce fond de bol énergétique pour le couple Terre-Lune. Il y a des milliards d'années, lorsque le satellite encore brûlant tournait rapidement, son axe était incliné différemment et son orbite était chaotique. Mais les forces de marée et les frottements visqueux des roches en fusion ont agi comme un mécanisme de dissipation incessant. La Lune a perdu de l'énergie en la rayonnant sous forme de chaleur, ce qui a forcé les paramètres de sa rotation à changer lentement. La synchronisation de la vitesse de rotation, la fixation de l'angle de l'axe et l'alignement parfait des plans sont les conditions où l'influence des marées terrestres sur la Lune est réduite à son strict minimum. Dans cet état, la roche lunaire ne subit plus les déformations monstrueuses qui la liquéfiaient autrefois. Le frottement interne a presque disparu, car le système a évacué le maximum d'énergie possible pour s'apaiser. C'est ce qu'on appelle la résonance spin-orbite, un état d'une stabilité incroyable. Si une force extérieure, comme l'impact d'un astéroïde massif, tentait de dévier la Lune de cette position idéale, les forces gravitationnelles créeraient immédiatement un mouvement de rappel pour ramener notre satellite vers l'équilibre parfait décrit par Cassini. L'immobilité du disque lunaire n'est donc pas seulement une coïncidence visuelle, c'est un triomphe de la thermodynamique et de la géométrie, un monument à un système qui a consumé son ardeur de jeunesse pour atteindre un repos éternel et mathématiquement parfait. Nous avons parcouru un chemin extraordinaire en examinant comment le mécanisme de résistance interne a forcé la jeune Lune à sacrifier son énergie de rotation pour atteindre cet état de résonance parfaite. Notre satellite a fini par trouver le repos éternel, figé dans le regard de notre planète. Cependant,
dans la mécanique complexe et grandiose de notre système solaire, aucun processus n'est à sens unique. La troisième loi fondamentale d'Isaac Newton nous enseigne avec une rigueur absolue que pour chaque action, il existe toujours une réaction égale et opposée. Cette danse gravitationnelle qui a apaisé la Lune exerce maintenant, en cette seconde même, une influence puissante et mesurable sur notre propre monde. La Terre a porté le premier coup en arrêtant la rotation de son compagnon céleste, mais la Lune prépare aujourd'hui sa réponse. Pour saisir l'essence de cette interaction, observons la configuration actuelle de notre duo planétaire. La Lune accomplit son voyage orbital autour de nous en 27,3 jours. Mais la Terre, elle, tourne sur son axe beaucoup plus rapidement. Notre monde achève une rotation complète en seulement 24 heures. Dans cette dynamique, c'est la Terre qui joue le rôle d'une toupie rapide et agitée, tandis que la Lune semble être un observateur lent et majestueux. Malgré sa masse plus modeste, soit environ une 81e de celle de la Terre, la Lune génère une tension gravitationnelle bien réelle. Elle étire la matière terrestre vers elle, sculptant ses célèbres renflements de marée. Contrairement à la Lune primitive qui était noyée sous un océan de magma, la Terre moderne est enveloppée d'une parure d'eau liquide qui recouvre environ 71% de sa surface. Cette eau est incroyablement sensible aux moindres perturbations de la gravité. La Lune soulève ainsi dans nos océans deux vagues colossales, l'une orientée vers elle et l'autre dirigée vers le vide opposé. Si notre planète était immobile, ces montagnes d'eau resteraient figées, mais la Terre tourne à toute allure à l'intérieur de cette enveloppe aqueuse. Nos continents et nos vastes terres émergées traversent sans cesse ces zones où l'océan est surélevé. C'est ce mouvement perpétuel que nous appelons les marées, qui rythment le littoral 2 fois par jour. L'eau ne se contente pas de monter et de descendre, elle est forcée de se déplacer sur la croûte terrestre, suivant l'attraction invisible de notre satellite. Ce processus engendre une friction titanesque. Des milliards de tonnes d'eau de mer frottent continuellement contre les irrégularités du plancher océanique. L'eau s'engouffre dans des détroits étroits, se brise contre les plateaux continentaux et crée des tourbillons turbulents dans des zones comme la mer de Bering ou le golfe de Fundy. Cette résistance visqueuse de l'eau contre la roche solide agit comme de véritables plaquettes de frein planétaires. Et l'influence ne s'arrête pas aux océans. Même la croûte terrestre, pourtant composée de roches silicatées d'une solidité extrême, n'est pas totalement rigide. Sous l'effet de la gravité lunaire, les continents eux-mêmes se soulèvent et s'abaissent d'environ 30 à 40 cm 2 fois par jour. Nous ne ressentons pas ces oscillations massives de la Terre ferme, car nous bougeons avec elle, mais pour la physique globale, cela signifie une déformation constante du manteau, générant une friction interne supplémentaire. Rappelons-nous la géométrie que nous avons étudiée auparavant. Puisque la Terre tourne beaucoup plus vite que la Lune ne se déplace sur son orbite, notre rotation rapide entraîne les renflements océaniques avec elle. Le frottement de l'eau oblige cette masse liquide à se décaler vers l'avant, devançant la ligne invisible qui relie les centres de nos deux mondes. Sur notre planète, le renflement de marée a toujours une longueur d'avance sur la position de la Lune dans le ciel. C'est ici qu'intervient le mécanisme du couple de force. Par sa gravité, la Lune tire sur cette masse d'eau qui s'est échappée vers l'avant, tentant de la ramener dans l'axe. Elle exerce un effort continu, dirigé exactement à l'opposé de la rotation terrestre. La Lune saisit littéralement nos océans pour freiner notre planète. Sous l'effet de cette résistance, la Terre perd inévitablement son énergie de rotation. Notre monde ralentit et les jours s'allongent. À l'échelle d'une vie humaine, ce processus semble imperceptible. Les journées terrestres ne s'allongent que d'environ 1,8 millisecondes par siècle. C'est une valeur presque éphémère, mais sur des échelles de temps géologique, ce freinage microscopique s'accumule pour produire des changements radicaux. Les preuves ne se trouvent pas dans des télescopes, mais sous nos pieds, dans les couches de roches sédimentaires étudiées par la paléontologie. Au milieu du XXe siècle, le paléontologue John Wells a fait une découverte stupéfiante en analysant des coraux fossilisés
de la période dévonienne datant d'environ 400 millions d'années. Les coraux sont des organismes dont la croissance dépend de la lumière solaire. Chaque jour, ils créent une minuscule ride de calcaire et chaque saison influence également leur structure. En comptant ces stries microscopiques, Wells a découvert qu'il y a 400 millions d'années, une année ne comptait pas 365 jours, mais 400 jours. La Terre tournait alors beaucoup plus vite et une journée ne durait que 22 heures. Si nous remontons encore plus loin, il y a 1 milliard d'années, les sédiments nous montrent que les jours ne duraient que 18 heures. La Terre tourbillonnait alors avec une rapidité surprenante, tandis que la Lune était beaucoup plus proche de nous, provoquant des marées dévastatrices qui brassaient les océans primitifs. Aujourd'hui, nous confirmons ce ralentissement grâce à la radiointerférométrie à très longue base, en utilisant des radiotélescopes pointés vers des quasars lointains situés à des milliards d'années-lumière. Ces mesures confirment que le freinage se poursuit inexorablement. C'est pour cette raison que nous devons parfois ajouter une seconde intercalaire à nos horloges atomiques. Le lien est direct. Le renflement océanique freine la Terre et lui vole son moment de rotation. Mais ce mouvement ne disparaît pas. Il est transféré à la Lune, lui donnant une accélération supplémentaire sur son orbite. En accélérant, la Lune s'éloigne inévitablement, gagnant les 3,8 cm par an dont nous avons parlé. Nous sommes les témoins d'un mécanisme d'horlogerie titanesque cherchant son équilibre final. Jusqu'à présent, nous avons manipulé des concepts appartenant au monde macroscopique, celui des géants. Nous avons parlé de planètes entières, d'océans de magma déchaînés, de continents mouvants et de renflements de marées aux dimensions colossales. Mais la réalité physique est ainsi faite que tout processus global, capable de modifier l'orbite de mondes entiers, trouve son fondement ultime dans le microcosme. Pour comprendre véritablement, au niveau des vérités les plus fondamentales, le mécanisme de transformation de l'énergie qui a figé la Lune et qui freine actuellement la Terre, nous devons accomplir un voyage mental grandiose. Nous devons réduire l'échelle de notre perception par des milliards de fois et regarder à l'intérieur même de la roche lunaire. Nous avons établi une règle maîtresse. L'étirement gravitationnel force la roche à se déformer et la résistance visqueuse interne de cette roche génère de la chaleur. L'énergie cinétique de la rotation se transforme en énergie thermique. Mais qu'est-ce que la chaleur au fond ? Dans la mécanique classique des corps solides, le concept de chaleur n'existe pas comme une substance indépendante. Il s'agit d'une illusion de notre perception macroscopique. En réalité, la chaleur n'est rien d'autre que le mouvement chaotique et désordonné des atomes et des molécules. Imaginons un morceau du manteau lunaire ancien, composé principalement de minéraux silicatés comme l'olivine ou le pyroxène. Si nous observions ce minéral à travers un microscope électronique imaginaire d'une puissance infinie, nous ne verrions pas une pierre pleine, mais une grille géométrique parfaitement régulière, le réseau cristallin. Les atomes de silicium, de magnésium, de fer et d'oxygène y sont disposés selon des motifs tridimensionnels répétitifs, maintenus ensemble par des forces électromagnétiques qui agissent comme des ressorts microscopiques incroyablement tendus. Dans un état mathématique idéal au zéro absolu, ces atomes seraient immobiles, mais dans l'univers réel, ils vibrent en permanence. Superposons maintenant à cette image microscopique un événement macroscopique. La Terre, par sa masse monstrueuse, courbe l'espace-temps et une onde de marée commence à traverser l'épaisseur de la roche lunaire. Pour un fragment de minéral situé au cœur du satellite, cela signifie qu'une pression extérieure colossale commence soudainement à l'étirer dans une direction et à le comprimer dans une autre. Dans le réseau cristallin, des milliards d'atomes se déplacent simultanément de leurs positions habituelles et les ressorts électromagnétiques qui les relient se tendent à l'extrême. À cet instant précis, l'immense énergie cinétique de rotation de la planète entière se transforme en une tension mécanique ordonnée des liaisons interatomiques. Si ces ressorts étaient fractaux parfaits, la roche se comprimerait puis reprendrait sa forme en rendant 100% de l'énergie. Mais la nature ne tolère pas la perfection. Cette déformation excite des vibrations collectives dans le cristal. En mécanique quantique,
Ces ondes de vibration sont appelées des phonons. Un phonon n'est pas une particule matérielle réelle comme un électron, mais une quasi-particule, un concept mathématique pour décrire un quantum de vibration thermique ou sonore courant à travers le réseau. La déformation de marée engendre ainsi d'énormes flux de phonons ordonnés. C'est comme si vous frappiez une cloche géante, lançant à travers son métal une onde sonore pure et puissante. Pourtant, la roche lunaire est pleine de défauts, des impuretés, des fissures microscopiques et des joints de grains. De plus, les liaisons atomiques sont anharmoniques, ce qui signifie que les atomes ne réagissent pas de la même manière à la compression et à l'étirement. À cause de ces imperfections, les phonons ordonnés ne peuvent pas voyager librement. Ils entrent en collision les uns avec les autres, frappent les défauts du réseau et se dispersent. Un phonon puissant et organisé se brise alors en une multitude de petits phonons dirigés de manière aléatoire. L'énergie, qui faisait autrefois partie d'une rotation unie et magnifique, est détruite et fragmentée en milliards de vibrations insensées d'atomes isolés. C'est ce tremblement désordonné des atomes de silicium ou d'oxygène que nos instruments macroscopiques enregistrent comme une augmentation de température. Le mouvement ordonné est devenu chaleur. La résistance du matériau a vaincu l'énergie cinétique. C'est l'essence même de la dissipation visqueuse expliquée au niveau des particules fondamentales. Mais l'énergie ne peut pas s'accumuler indéfiniment à l'intérieur. À mesure que les profondeurs de la Lune chauffaient, la chaleur devait s'échapper par conduction et convection. Ce processus lent et laborieux de transfert thermique à travers des centaines de kilomètres de roches a duré des millions d'années. Une fois parvenus à la surface, à la frontière entre la pierre et le vide, les atomes excités accomplissent leur dernier acte de restitution d'énergie. Pour retrouver son calme et son équilibre, l'atome vibrant émet un photon, une particule de lumière. En raison de la température modérée de la surface, ces photons sont émis dans le spectre infrarouge invisible. Il y a des milliards d'années, la Lune brillait intensément dans l'infrarouge, inondant l'espace de flots de lumière invisible. Chaque photon infrarouge emportait avec lui une fraction infime, presque évanescente, de l'énergie de rotation originelle. Le photon se détachait de la poussière lunaire pour entamer un voyage éternel dans le froid de l'univers. C'est là que réside la beauté effrayante de la mécanique céleste. L'arrêt d'un corps de 73 millions de milliards de kilogrammes n'est pas le résultat d'un seul grand mécanisme, mais la somme d'un nombre inimaginable d'événements microscopiques. L'entonnoir gravitationnel de la Terre a déformé la pierre, ce qui a déplacé les atomes, engendrant des phonons qui se sont brisés en chaleur, laquelle est remontée à la surface pour être expulsée sous forme de photons. L'impulsion de rotation d'un monde entier a été littéralement démontée atome par atome, broyée par le réseau cristallin et jetée dans le néant, quantum par quantum. Cette étude nous montre qu'il n'y a pas de frontière étanche entre l'astrophysique des planètes et la physique quantique des molécules. Tout est lié par une chaîne unique de transformation de l'énergie. Maintenant que nous avons pris conscience de cette désintégration thermodynamique irréversible, il nous reste une dernière question. Comment cette histoire se termine-t-elle ? Nous avons analysé chaque rouage de ce mécanisme céleste grandiose. Nous avons vu comment la déformation gravitationnelle engendre une friction interne, comment cette friction se transforme en chaleur et comment cette chaleur est rayonnée vers le néant, dépouillant le système de son énergie cinétique. Nous savons que la Lune s'est apaisée en premier, tournant pour toujours son visage marqué par les mers de basalte vers nous. Mais ce processus ne s'est pas arrêté. Les marées océaniques sur Terre continuent de freiner notre propre planète, allongeant nos jours et repoussant la Lune toujours plus loin sur son orbite. Si cette tendance est inévitable, la logique physique nous impose de regarder vers l'avenir. Quel est le dénouement final de cette histoire ? Que se passera-t-il lorsque le système Terre-Lune aura épuisé toutes ses réserves d'énergie de rotation pour atteindre un équilibre thermodynamique absolu? Pour entrevoir ce futur, nous n'avons pas besoin de nous fier uniquement à des équations théoriques.
Il nous suffit de porter notre regard vers les confins les plus sombres de notre système solaire, à plus de 5 milliards de kilomètres du Soleil. Là, dans la ceinture de Kuiper, se trouve un couple qui a déjà terminé ce voyage, la planète naine Pluton et son immense compagnon Charon. L'histoire de leur découverte est fascinante. En 1978, l'astronome James Christie a remarqué une étrange anomalie sur les plaques photographiques de Pluton. Une petite bosse qui apparaissait périodiquement. Ce n'était pas un défaut de la pellicule, mais un satellite massif nommé Charon. En 2015, la mission New Horizons a confirmé que Charon possède une masse colossale par rapport à Pluton, n'étant que 8 fois plus léger que sa planète, contre un rapport de 81 pour le couple Terre-Lune. En raison de cette proximité et de ses masses, le freinage y a été extrêmement rapide. Aujourd'hui, Pluton et Charon sont dans un état de rotation synchrone mutuelle. C'est une valse cosmique parfaitement figée. Ils se regardent éternellement avec les mêmes hémisphères. Si vous étiez sur la face de Pluton tournée vers son compagnon, Charon resterait immobile dans le ciel, sans jamais se lever ni se coucher. Leurs journées et leurs mois sont désormais identiques et durent 153 heures terrestres. C'est exactement le destin mathématique qui attend la Terre et la Lune. Milliards d'années après milliards d'années, les océans continueront de frotter contre nos continents. Notre planète tournera de plus en plus lentement. Nos jours, qui duraient autrefois 18 heures et qui en durent aujourd'hui 24, s'allongeront jusqu'à atteindre 30, puis 40, puis 1000 heures. Parallèlement, la Lune s'éloignera pour compenser cette perte de mouvement. Selon les calculs astrophysiques, cet équilibre mutuel devrait être atteint dans environ 50 milliards d'années. À ce stade, la Lune se sera éloignée de 135% par rapport à sa distance actuelle. Un jour terrestre sera alors égal à environ 47 jours d'aujourd'hui. À cet instant, la vitesse de rotation de la Terre sera synchronisée avec la révolution de la Lune. Les renflements de marée se figeront enfin, pointant l'un vers l'autre pour l'éternité. Dans ce futur lointain, la Lune ne se lèvera plus et ne se couchera plus. Elle restera suspendue en un point fixe du ciel pour un seul hémisphère de la Terre, devenant un compagnon pâle et immobile. Pour les habitants de l'autre face du monde, le ciel nocturne sera éternellement vide de toute présence lunaire. La thermodynamique aura remporté sa victoire finale sur l'agitation gravitationnelle, plongeant le système dans un repos mathématique parfait. Nous avons dessiné ensemble une fresque grandiose où la Terre et la Lune tendent vers un équilibre absolu, une harmonie parfaite de 153 heures de jour, semblable au couple formé par Pluton et Charon. Cependant, dans cette mathématique céleste impeccable, il existe une limite physique impitoyable, dictée non pas par les marées, mais par l'évolution même de notre étoile. Le système Terre-Lune ne possède malheureusement pas les 50 milliards d'années nécessaires pour achever sa valse et atteindre ce repos éternel. Car bien avant que notre planète ne s'immobilise face à son satellite, le Soleil, le cœur même de notre système, connaîtra sa propre métamorphose dramatique. Pour comprendre cette fin inéluctable, nous devons lever les yeux vers le Soleil. Actuellement, notre étoile est une machine nucléaire stable, fusionnant des millions de tonnes d'hydrogène en hélium chaque seconde dans son noyau. Cette fusion crée une pression vers l'extérieur qui équilibre parfaitement la force de gravité cherchant à écraser l'étoile sur elle-même. Mais ce carburant n'est pas infini. Dans environ 5 milliards d'années, les réserves d'hydrogène dans le cœur solaire s'épuiseront. L'équilibre hydrostatique sera alors rompu. Sans la pression de la fusion pour la soutenir, la gravité l'emportera brièvement, comprimant le noyau et provoquant une augmentation brutale de la température. Cette chaleur intense forcera les couches externes du Soleil à se dilater de manière spectaculaire. Notre étoile se transformera en une géante rouge, une sphère de plasma incandescente qui grandira jusqu'à engloutir les orbites de Mercure et de Vénus. Pour la Terre et la Lune, les conséquences seront fatales, bien avant que les couches solaires ne les touchent physiquement. À mesure que le Soleil s'étendra,
sa luminosité augmentera drastiquement. Sur Terre, la chaleur deviendra insoutenable. Les océans, ces gigantesques réservoirs d'eau qui servaient de lubrifiant et de frein au système par le biais des marées, commenceront à bouillir. L'évaporation totale des océans marquera la fin du mécanisme de friction le plus puissant de notre planète. Sans l'eau pour frotter contre les plateaux continentaux, le freinage de la rotation terrestre s'arrêtera presque totalement. Le transfert de moments cinétiques vers la Lune sera ainsi brusquement interrompu. La Terre restera bloquée dans une rotation rapide, incapable de rejoindre la synchronisation parfaite avec son satellite. À ce stade, la vie aura disparu depuis longtemps, laissant derrière elle un monde de roches brûlantes et un satellite s'éloignant sur une orbite devenue instable. Finalement, les couches externes du Soleil, dilatées au maximum, pourraient atteindre et même dépasser l'orbite de la Terre. Notre planète et la Lune seront alors plongées dans une atmosphère de plasma ténu, mais extrêmement chaud. Cette friction aérodynamique, bien que faible, agira cette fois comme un frein orbital. Au lieu de s'éloigner, la Lune pourrait voir sa vitesse orbitale diminuer, ce qui la ferait retomber lentement vers la Terre. Le couple pourrait être littéralement réduit en cendres ou déchiré par les forces gravitationnelles de l'étoile mourante avant même d'avoir pu se regarder fixement une dernière fois. C'est ainsi que la réalité de l'évolution stellaire vient briser le rêve mathématique de la synchronisation parfaite. Nous voici arrivés au terme de cette épopée scientifique de 120 minutes, un voyage qui nous a mené des simples expériences de pensée de notre quotidien jusqu'aux confins de la géométrie à 4 dimensions. Nous avons découvert ensemble que l'immobilité apparente de notre satellite, ce disque d'argent qui semble figé dans le velours noir de la nuit, n'est en réalité qu'une splendide illusion thermodynamique. Ce calme plat est le résultat d'un épuisement total, une victoire de l'entropie sur l'énergie brute d'un monde en furie. Tout au long de cette enquête, nous avons méthodiquement déconstruit nos certitudes. Nous avons écarté l'image simpliste de la gravité scolaire, cette force que l'on imaginait comme une corde magique retenant une pierre, pour la remplacer par la vision majestueuse d'Albert Einstein, un tissu d'espace-temps incurvé où les astres glissent sur des pentes invisibles. Nous avons plongé dans les entrailles de la jeune Lune, au cœur d'océans de magma bouillonnant, pour comprendre comment la résistance visqueuse des roches a littéralement dévoré l'énergie cinétique de sa rotation. Nous avons écouté le témoignage des coraux fossilisés du Dévonien et suivi les tirs de laser millimétriques vers les réflecteurs déposés par les missions Apollo, prouvant ainsi que chaque seconde qui passe modifie la géométrie de notre système. Plus fascinant encore, nous sommes descendus à l'échelle de l'infiniment petit, au niveau des réseaux cristallins, pour observer comment la rotation d'un monde entier se transforme en une symphonie chaotique de phonons et de chaleur avant de s'évaporer dans le vide sous forme de photons infrarouges. Ce visage lunaire qui nous contemple chaque nuit n'est pas le fruit d'une capture brutale ou d'un hasard chanceux. C'est un monument à la friction antique, un témoin pétrifié de milliards d'années d'épuisement énergétique. C'est la preuve irréfutable que dans notre univers, aucun mouvement n'était gratuit. Chaque tour de roue céleste se paie en chaleur et en expansion. La prochaine fois que vous lèverez les yeux vers le ciel nocturne et que vous reconnaîtrez les contours familiers des mers lunaires, souvenez-vous de ce mécanisme titanesque. Rappelez-vous que derrière cette sérénité apparente se cache une histoire de collisions violentes, de roches fondues et d'une perte d'énergie continue qui a façonné le rythme même de la vie sur Terre. Cela nous amène à une réflexion finale. Combien d'autres vérités familières masquent, sous leur simplicité, une réalité physique aussi complexe et magnifique? Quelles autres grandes illusions acceptons-nous comme des faits immuables, simplement en regardant les étoiles? Le cosmos ne nous livre ses secrets qu'à ceux qui osent regarder au-delà des apparences, là où la mathématique devient poésie et où la physique devient le récit de nos origines. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de l'invisible et de l'éternel. Que la curiosité soit votre boussole dans l'immensité de la connaissance.